93 ans, c'est un peu la toute dernière étape. La fin n'est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique. Les années de résistance et le programme. Le programme élaboré il y a 66 ans par le Conseil national de la résistance. C'est à Jean Moulin que nous devons, dans le cadre de ce conseil, la réunion de toutes les composantes de la France occupée, les mouvements, les partis, les syndicats, pour proclamer leur adhésion à la France combattante et au seul chef qu'elle se reconnaissait. De Londres, où j'avais rejoint le général de Gaulle, en mars 1941, j'apprenais que ce conseil avait mis au point un programme. L'avait adopté le 15 mars 1944, proposé pour la France libérée un ensemble de principes et de valeurs sur lesquels reposait la démocratie moderne de notre pays. Un ensemble de principes et de valeurs sur lesquels reposerait la démocratie moderne de notre pays. De ces principes et de ces valeurs, nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers. De ces principes et de ces valeurs, nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin. A partir de 1945, después de un drama atroz, à partir de 1945, après un drame atroce, c'est une ambitieuse résurrection à laquelle se livrent les forces
présente au sein du Conseil de la Résistance. Rappelons-le, c'est alors qu'est créée la sécurité sociale, comme la Résistance le souhaitait, comme son programme le stipulait. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. Le juste partage des richesses créées par le monde du travail primer sur le pouvoir de l'argent. Pas cette société où l'on remet en cause les retraites, les acquis de la sécurité sociale, pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis, toute chose que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les véritables héritiers du Conseil national de la Résistance. Une véritable démocratie a besoin d'une presse indépendante. La résistance le sait, l'exige. En défendant la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. C'est ce que relaient encore les ordonnances sur la presse dès 1944. Or, c'est bien ce qui est aujourd'hui en danger. La résistance en appelait à la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction la plus développée sans discrimination. Or, les réformes proposées en 2008 vont à l'encontre de ce projet. De jeunes enseignants, dont je soutiens l'action, ont été jusqu'à refuser de les appliquer. Et ils ont vu leur salaire amputé en guise de punition. Ils se sont indignés, ont désobéi, ont jugé ces réformes trop éloignées de l'idéal de l'école républicaine, trop au service d'une société de l'argent et ne développant plus assez l'esprit créatif et critique. C'est tout le socle des conquêtes sociales de la résistance qui est aujourd'hui remise en cause. Pour une démocratie réelle, maintenant, nous ne sommes pas contre le système, c'est le système qui est contre nous. We are not against the system, it's the system that is against us. Non siamo noi contro il sistema, è il sistema che è contro di noi. Nem mi vagyunk a rendszer ellen, hanem a rendszer van ellenünk. On ose nous dire que l'État ne peut plus assurer les coûts de ces mesures citoyennes. Le motif de la résistance, c'est l'indignation. Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent
pour maintenir et prolonger ses conquêtes alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération. Mais comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ses conquêtes alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée? Sinon parce que le pouvoir de l'argent, tellement combattu par la résistance, n'a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs, jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Les banques, désormais privatisées... Les banques, désormais privatisées, se montrent d'abord soucieuses de leurs dividendes et des très hauts salaires de leurs dirigeants, pas de l'intérêt général. L'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais été aussi important. Et la course à l'argent, à la compétition, autant encouragée. Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Le motif de base de la résistance était l'indignation. Nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, nous appelons les jeunes générations à faire vivre, transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. Nous leur disons, prenez le relais, indignez-vous.
vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint ce courant de l'histoire, et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Et ce courant va vers plus de justice, plus de liberté, mais pas cette liberté incontrôlée du renard dans le poulailler. Ces droits, dont la Déclaration universelle a rédigé le programme en 1948, sont universels. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'en bénéficie pas, plaignez-le, aidez-le à les conquérir. Quand j'essaye de comprendre ce qui a causé le fascisme, qui a fait que nous ayons été envahis par lui et par Vichy, cuando intento comprender qué causó el fascismo, qué provocó que fuéramos invadidos por él y por Vichy, je me dis que les possédants, avec leur égoïsme, ont eu terriblement peur de la révolution bolchevique. Me digo que los propietarios, con su egoísmo, tuvieron un miedo terrible a una revolución bolchevique. Ils se sont laissés guider par leur peur. Mais si, aujourd'hui comme alors, une minorité active se dresse, cela suffira. Nous aurons le levain pour que la pâte lève. Mais si, aujourd'hui comme alors, une minorité active se dresse, cela suffira. Nous aurons le levain pour que la pâte lève. Certes, l'expérience d'un très vieux comme moi, né en 1917, se différencie de l'expérience des jeunes d'aujourd'hui. Je demande souvent à des professeurs de collège la possibilité d'intervenir auprès de leurs élèves. Et je leur dis, vous n'avez pas les mêmes raisons évidentes de vous engager. Pour nous, résister, c'était ne pas accepter l'occupation allemande, la défaite. C'était relativement simple. Simple comme ce qui a suivi la décolonisation, puis la guerre d'Algérie. Il fallait que l'Algérie devienne indépendante. C'était évident.
Nous avons tous applaudi à la victoire de l'armée rouge contre les nazis en 1943. Mais déjà, lorsque nous avions eu connaissance des grands procès staliniens de 1935, et même s'il fallait garder une oreille ouverte vers le communisme pour contrebalancer le capitalisme américain, la nécessité de s'opposer à cette forme insupportable de totalitarisme s'était imposée comme une évidence. Ma longue vie m'a donné une succession de raisons de m'indigner. Le jeune normalien que j'étais a été très marqué par Sartre, un aîné, condisciple. La nausée, le mur, plus que l'être et le néant, ont été pour moi très importants dans la formation de ma pensée. Sartre nous a appris à nous dire « vous êtes responsable en tant qu'individu ». C'était un message libertaire, la responsabilité de l'homme qui ne peut s'en remettre ni à un pouvoir ni à un Dieu. Au contraire, il faut s'engager au nom de sa responsabilité de personne humaine. L'histoire est faite de chocs successifs, c'est la prise en compte de défis, l'histoire des sociétés progresse et au bout, l'homme ayant atteint sa liberté complète, nous avons l'État démocratique dans sa forme idéale.
silencio que representa toda nuestra reflexión, todas nuestras ganas. Sabemos gritar, sabemos hablar, también sabemos escuchar. Il est évident que pour être efficace aujourd'hui, il faut agir en réseau, profiter de tous les moyens modernes de communication. Le droit de réunion est un droit aussi qui est dans la charte de l'Europe. Le droit d'expression libre aussi a été manqué. Et maintenant, on voulait parler librement dans la rue de nos expériences à Paris, même pas avec les Français, parce que vous ne laissez pas parler avec les Français. On n'est que d'Espagnols, et on ne peut même pas se réunir en groupe. Alors, emportez-nous.
Commerzbank. Il faut essayer d'expliquer pourquoi le monde de maintenant, qui est horrible, n'est qu'un moment dans le long développement historique. Expliquer que l'espoir a toujours été une des forces dominantes des révolutions et des insurrections, et comment je ressens encore l'espoir comme ma conception de l'avenir. Il faut comprendre que la violence tourne le dos à l'espoir. Il faut lui préférer l'espérance, l'espérance de la non-violence. Il faut comprendre que la violence tourne le dos à l'espoir. Il faut lui préférer l'espérance, l'espérance de la non-violence. Une négociation pour faire disparaître l'oppression. C'est ce qui permettra de ne plus avoir... Aussi bien du côté des oppresseurs que des opprimés, il faut arriver à une négociation pour faire disparaître l'oppression. C'est ce qui permettra de ne plus avoir de violence terroriste. C'est pourquoi il ne faut pas laisser s'accumuler trop de haine. We must realize that violence turns its back on hope.
Трябва да се опитаме да обясним защо света, в който живеем. Трябва да се опитаме да обясним само един света, в който живеем, според който е ужасен, че надеждата е била винаги една, всички доминиращи сили на революциите. E come sento tuttora la speranza? È per isso che non si può deixare a raiva accumulare. Manderanno messaggi. È per isso che il totalitarismo conquerante manderanno messaggi. Por isso que não se pode deixar a raiva manderanno messaggi. Πρέπει να βασιστούμε πάνω στο δικαίωμα που εάν βιαστούμε αυτό. Le message d'un Mandela, d'un Gandhi, d'un Martin Luther King trouve toute sa pertinence dans un monde qui a dépassé la confrontation des idéologies et le totalitarisme conquérant. C'est un message d'espoir dans la capacité des sociétés modernes à dépasser les conflits par une compréhension mutuelle et une patience vigilante. Pour y parvenir, il faut se fonder sur les droits, dont la violation, quel qu'en soit l'auteur, doit provoquer notre indignation. Il n'y a pas à transiger sur ces droits. L'indifférence, la pire des attitudes. Les raisons de s'indigner peuvent paraître aujourd'hui moins nettes, ou le monde trop complexe. Qui commande? Comment? Qui décide? Qui décide? Il n'est pas toujours facile de distinguer entre tous les courants qui nous gouvernent. Nous n'avons plus affaire à une petite élite dont nous comprenons clairement les agissements. C'est un vaste monde, dont nous sentons bien qu'il est interdépendant. Nous vivons dans une interconnectivité. Comme jamais encore, il n'en a existé. Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables.
on peut déjà identifier deux grands nouveaux défis. L'immense écart qui existe entre les très pauvres et les très riches et qui ne cesse de s'accroître. C'est une innovation des 20e et 21e siècles. Les très pauvres dans le monde d'aujourd'hui gagnent à peine 2 $ par jour. On ne peut pas laisser cet écart se creuser encore. Ce constat seul doit susciter un engagement. J'ai eu la chance, après la libération, d'être associé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris, au palais de Chaillot. C'est à René Cassin que nous devons le terme de droit universel et non internationaux, comme l'avaient proposé nos amis anglo-saxons. Car là est bien l'enjeu. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, s'émanciper des menaces que le totalitarisme a fait peser sur l'humanité. Pour s'en émanciper, il faut obtenir que les États membres de l'ONU s'engagent à respecter ces droits universels. C'est une manière de déjouer l'argument de pleine souveraineté qu'un État peut faire valoir alors qu'il se livre à des crimes contre l'humanité sur son sol. Ce fut le cas d'Hitler, qui s'estimait maître chez lui et autorisé à provoquer un génocide. Cette déclaration universelle doit beaucoup à la révolution universelle envers le nazisme. Cette déclaration universelle doit beaucoup à la révulsion universelle envers le nazisme, le fascisme, le totalitarisme, et même par notre présence à l'esprit de la résistance. Je constate avec plaisir qu'au cours des dernières décennies se sont multipliées les organisations non gouvernementales, les mouvements sociaux comme ATTAC, Association pour la taxation des transactions financières, la FIDH, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Vous avez parlé de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est parce qu'il y a l'autre. L'autre, c'est ce qui m'est étranger, mais c'est ce qui ressemble aussi à moi. Et c'est parce qu'il ressemble à moi, il a la même dignité que moi. Et puisqu'il ressemble à moi, il est dans ma famille. Si sa dignité est bafouée, la mienne est bafouée. Le devoir de solidarité, en voilà son fondement. Quand Kant pensait et posait la question, quel est l'acte moral, quel est l'acte immoral, quel est l'acte amoral? Il posait la nécessité de l'universalité de l'action pour refuser la banalité du monde, du mal dans le monde, comme le dit Hannah Arendt. Mais le refus de l'indifférence, le refus du déni de justice, le refus de voir une femme violée, le refus de voir un enfant à qui on impose de prendre le Kalachnikov pour tuer d'abord ses parents, tuer son entourage pour qu'il devienne un prédateur de la vie humaine. Le refus de voir un homme qui ne peut pas s'exprimer, dont on brise la main pour qu'il ne puisse plus prendre la plume, parce qu'il est journaliste et qu'il veut témoigner. Mais le refus de voir celui que l'on emprisonne, qui est dans le froid cachot, et qui ne sait pas pourquoi il est là, et qui, dans l'étouffement de ses cris, dans ses cachots, nous tend sa main et demande la chaîne de la solidarité pour que nous venions à son secours. Le refus, tout simplement, de ceux que l'on veut faire taire parce qu'ils se dressent, parce qu'ils se disent défenseurs des droits de l'homme, et qui se disent oui, avec la privation de la liberté, avec le risque de l'insécurité, avec le risque de la destruction de mes biens. Oui,
Je me dresserai pour l'autre parce que l'autre c'est moi. Aux jeunes, je dis, regardez autour de vous. Vous y trouverez des thèmes qui justifient votre indignation. Le traitement fait aux immigrés, aux sans-papiers, aux Roms. Vous trouverez des situations concrètes qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte. Je dis aux jeunes, cherchez un peu, vous allez trouver. La pire des attitudes est l'indifférence, dire « je n'y peux rien, je me débrouille ». En vous comportant ainsi, vous perdez l'une des composantes essentielles qui fait l'humain, une des composantes indispensables, la faculté d'indignation et l'engagement qui en est la conséquence. 6 février 2011, 2 enfants périssent dans un incendie criminel dans un camp de Roms à Orly. 31 juillet 2011, incendie dans un camp de Roms à Paris, porte de la Chapelle. 10 mars 2011, un incendie criminel ravage un camp de Roms à Marseille. 29 octobre, camp de Roms détruit par le feu à Saint-Denis. 6 février, en Italie, à Rome, 4 enfants meurent dans un incendie criminel dans un camp de Roms. 5 août, incendie dans un camp de Roms à Bobigny. 16 avril, incendie mortel dans un camp de Roms à Orly. 24 octobre 2011, incendie dans un squat de Rome, 1 mort, au 163 rue des Pyrénées, à Paris. J'ai noté, et je ne suis pas le seul, la réaction du gouvernement israélien confronté au fait que chaque vendredi... La réaction du gouvernement israélien, sans jeter de pierre, confronté au fait que chaque vendredi, les citoyens de Bilaïn vont,
sans jeter de pierre, sans utiliser la force, jusqu'au mur contre lequel ils protestent. Les autorités israéliennes ont qualifié cette marche de terrorisme non violent. Laissez-moi vous raconter une jolie histoire. Une histoire qui se passe à Gaza. Ce lieu maudit, enfermé de toutes parts par les Israéliens et dont les 1 500 000 Palestiniens qui y vivent ne peuvent pas s'échapper. Voilà qu'un jour un astronaute qui avait travaillé avec la NASA et qui avait perdu son fils palestinien comme lui dans l'opération Plomb Durci, revient à Gaza. Et il revient en emportant un merveilleux télescope. Il dresse ce télescope sur le siège du Centre culturel français de Gaza, un des derniers lieux où les Gazaouis se rassemblent et se rencontrent. Et dans ce télescope, il le braque sur la planète Jupiter. Et voilà qu'au bout du télescope, on voit ce rond de Jupiter, très grand, très visible, et les 4 lunes de Jupiter, les 4 satellites. Tous les petits Gazaouis arrivent et veulent mettre leur œil derrière cet objectif et regarder Jupiter, une manière pour eux de s'en aller vers le ciel au lieu de rester enfermés dans la bande de Gaza. La pensée productiviste, portée par l'Occident, a entraîné le monde dans une crise dont il faut sortir par une rupture radicale avec la fuite en avant du toujours plus. La pensée productiviste, portée par l'Occident, il est grand temps que a entraîné le monde dans une crise dont il faut sortir par une rupture radicale avec la fuite en avant du toujours plus dans le domaine financier, mais aussi dans le domaine des sciences et des techniques. Il est grand temps que le souci d'éthique, de justice, d'équilibre durable devienne prévalent, car les risques les plus graves nous menacent. Ils peuvent mettre un terme à l'aventure humaine sur une planète que ces risques peuvent rendre inhabitable pour l'homme. Mais il reste vrai que d'importants progrès ont été faits depuis 1948. La décolonisation, la fin de l'apartheid
la destruction de l'Empire soviétique, la chute du mur de Berlin. Nous avons eu en 2007 cette crise économique, mais nous n'en avons pas davantage initié une nouvelle politique de développement. De même, le sommet de Copenhague contre le réchauffement climatique n'a pas permis d'engager une véritable politique pour la préservation de la planète. Nous sommes à un seuil entre les horreurs de la première décennie et les possibilités des décennies suivantes. Mais il faut espérer, il faut toujours espérer. La décennie précédente, celle des années 1990, avait été source de grands progrès. Les Nations Unies ont su convoquer des conférences mondiales, comme celle de Rio sur l'environnement en 1992, celle de Pékin sur les femmes en 1995. En septembre 2000, à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, les 191 pays membres ont adopté la déclaration sur les 8 objectifs du millénaire pour le développement, par laquelle ils s'engagent notamment à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015. Mon grand regret, c'est que ni Obama, sur lequel on comptait, ni l'Union européenne, encore insuffisamment forte, ne se soient manifestés avec ce qui devrait être leur apport pour une phase constructive s'appuyant sur les valeurs fondamentales. ¿Cómo concluir esta llamada a la indignación? Acordándonos una vez más de que, en ocasión de los 60 años del Consejo Nacional de la Resistencia... Comment conclure cet appel à s'indigner en rappelant encore que, à l'occasion du 60e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, nous disions, le 8 mars 2004, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre entre 1940 et 1945, que, certes, le nazisme est vaincu grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la résistance et des Nations Unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Non, cette menace n'a pas totalement disparu. Aussi, appelons-nous toujours à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie générale et la compétition à outrance de tous contre tous. À ceux et à celles qui feront le XXIe siècle, nous disons avec notre affection, créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Résister, c'est créer. Crear es resistir. Resistir es crear. Gleich richten wir unser Augenmerk auf eine unorthodoxe Feministin und Philosophin, die die Geschlechterforschung vorantrieb. Judith Butler.